D'accord, donc Rocío, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes là? D'accord, donc on va continuer maintenant. Rocío Tudela, s'il vous plaît. Je vais attendre qu'ils boivent de l'eau. Il va nous parler de mégalithisme et astronomie dans les Pyrénées navaraises. Donc, très bien, merci beaucoup. Bonjour, ça fait très longtemps que je travaille ici, mais je n'ai jamais été là. Donc nous avons vu des choses très modernes, des télescopes. On a parlé beaucoup d'éléments de l'astronomie plus modernes et actuels. Moi, je vous proposais de voyager dans le passé. D'aller dans le passé, nous allons voir quand est-ce que les êtres humains ont regardé au ciel pour la première fois. On va analyser cela. J'ai été très littérale concernant le titre de ces rencontres. Et donc, précisément, justement, dans le néolithique, il y a des rencontres transfrontalières et qui sont dans les Pyrénées, tout le long de la ligne des Pyrénées, de cette chaîne montagneuse. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons nous promener, évidemment, de manière très confortable, et nous voyons des nombreux gisements néolithiques qui nous montrent qu'il y a des traces de l'homme là. Et donc, quel est le rapport que cela peut avoir avec l'astronomie? Bien. Je veux essayer de dévoiler cela. Le mégalithisme pyrénéen a ses caractéristiques propres. C'est un peu spécial. Je ne le dis pas comme ça, mais c'est vraiment comme ça. Le mégalithisme plus petit avait des caractéristiques propres. Alors, les Pyrénées, elles sont un endroit de transit. Ça a été comme ça pendant des milliers d'années. Et donc, et dans la communauté de Navarre, l'Aragon, en Catalogne, il y a une multitude de gisements qui montrent beaucoup d'éléments que je tiens à mentionner ici. Mais même si on va parler de Pyrénées navaraises, ici, je souhaite commencer ma présentation tout en mentionnant le gisement où il y a une plus grande concentration de structures mégalithiques. C'est la couronne des morts, un endroit merveilleux, en pleine forêt, à Ossa, dans la forêt de Ossa, dans la vallée de Hecho. Il y a plus de 120 structures là. Et elles ont toutes été très bien conservées. Donc c'est vraiment un trésor des Pyrénées, un bijou qui nous rapporte beaucoup de choses. Comment est-ce que ces sociétés-là vivaient? Quelle était leur vision du monde? On voit ce genre de structures, les cromlechs et les cercles de pierre, mais également dans les Pyrénées de Huesca, nous voyons cet exemple de cette petite maison des lutins. Parce que le mégalithisme a été associé souvent à des légendes et à la mythologie. Donc, voilà pourquoi dans la toponymie de ce genre de structure, on peut voir ce nom populaire. Ce dolmen est connu comme la maison des lutins. Donc, comme cela peut nous faire penser qu'il s'agit d'un dolmen assez large, à vrai dire, ce n'est pas tellement monumental. C'est très petit, et voilà donc une caractéristique commune qui montre le 5% des dolmens de montagne des Pyrénées. C'est des dolmens très petits, de petite taille, très différents, des dolmens
plus dans le sud, comme un Navarre, ou plus au sud, dans la péninsule ibérique. Donc, quelles étaient les fonctions du mégalithisme dans ces premières sociétés? Eh bien, évidemment, le premier rôle du mégalithisme était funéraire. Donc, en même temps qu'on va impliquer la communauté, cela nous demande un effort commun, c'est-à-dire il faut choisir un monument, il faut marquer, l'idée c'est de marquer le territoire pour dire c'est là qu'on a vécu et c'est là qu'on va rester dans l'avenir. C'était un peu le message. Donc cela marque une identité de groupe. Et puis, puisque c'est un monument funéraire, cela implique que déjà dans ces cultures, il y a un symbolisme, des croyances et que les mythes se développent. Alors, qu'est-ce que c'est que le mégalithisme? Qu'est-ce qu'il veut faire, le mégalithisme? Eh bien, tout d'abord, il veut établir une présence, c'est-à-dire il y a un groupe de personnes qui habitent un endroit donné et qui le réclament. Et donc avec ces constructions-là, ils transmettent ce message. On est là. Et ce n'est pas par hasard qu'on les trouve où on les trouve. C'est-à-dire lorsqu'on observe le mégalithe dans le paysage, et quand je parle de paysage, je ne parle pas seulement du paysage autour, mais je parle également de la coupole céleste qui fait partie du paysage. Alors, on comprend pourquoi cet endroit a été choisi. Ils les font également, dans la plupart des cas, dans des zones très élevées, même si on peut le trouver dans des vallées ou des forêts. La majorité de ces monuments se trouvent dans des zones bien élevées et confortables également, et qui sont connectés avec d'autres points du territoire, avec d'autres constructions ou avec d'autres éléments du paysage qui sont importants pour ce groupe de personnes. Évidemment, ces mégalithes également souhaitent être visibles. La visibilité est importante ici. Pour cela, ce groupe de personnes choisit un endroit visible, élevé topographiquement, comme je l'ai déjà dit. Et donc ce positionnement, c'est une source d'information très importante. Parce que puisqu'il n'y a pas de texte écrit et puisqu'il n'y a pas d'autres informations qu'on a concernant d'autres moments de l'histoire, là il y a très peu de sources d'informations. Donc l'orientation des monuments est fondamentale afin de recréer la raison pourquoi ils se trouvent là. Et cela a une grande dimension sociale puisque ces monuments reflètent cette société, ce groupe de personnes. Ce n'est pas seulement un endroit funéraire, mais un lieu d'échange, de réunion. C'est des structures pour réclamer leur passé, pour dire on est là. C'est des structures qui ont été faites pour dire on va rester là dans l'avenir. Voilà donc ces deux dimensions. Les mégalithes ont toujours été associés à une vision du monde. Et c'est cette partie de l'histoire, puisque cette partie de l'histoire n'a pas de registre écrit, est susceptible à la création de théories qui ne sont pas basées sur la science. Alors, il faut le faire à travers cette partie plus scientifique de l'archéoastronomie qui va nous donner beaucoup de détails, de données, et qui va nous permettre de reconstruire la raison de ces constructions. Leur forme, la forme des mégalithes est importante. Comme par exemple dans le tumulus, ou la forme circulaire ou elliptique de cromlech. Cela fait référence au ciel, au cycle de la lune, du soleil. Ces structures représentent la coupe céleste. Et on le voit dans des représentations qui ont été
dans des éléments qui accompagnent cette structure, avec des symboles lunaires, solaires, etc. Donc le ciel est une partie importante et déterminante de ces constructions de mégalithes. Donc, comme je vous le dis, comment est-ce qu'on obtient nos informations? À travers l'archéoastronomie, un mélange entre l'histoire, la science, l'archéologie, l'astronomie. Eh bien, on va prendre l'orientation du monument mégalithique et cela va nous donner une idée de l'espace occupé par la société qui a créé le monument, et cela va nous donner une idée du temps, comment le temps est conçu, et de la mort, comment la mort est vue, comment ils construisent ou déconstruisent la mort. Donc l'objectif de l'archéoastronomie, vous le voyez ici, connaître la connaissance astronomique de ces sociétés, savoir comment l'astronomie est développée et savoir comment ils sont liés ou ils ont un rapport avec le cosmos. Puis on peut le faire à partir de données archéologiques. Donc, savoir quel est le rôle du ciel dans l'ensemble de ces manifestations culturelles de ces sociétés est très important. Donc, les Pyrénées navaraises, nous avons quelques enclaves mégalithiques. Il y en a beaucoup, mais moi je vais prendre 4 sites. Parce que ce phénomène n'a pas un style propre. C'est un mélange d'autres influences d'air voisine du sud-ouest français, de la façade basque atlantique, etc. C'est clair. Évidemment que là où on a un plus grand nombre de sites, c'est dans les zones de haute montagne. Et quelles sont les caractéristiques du mégalithisme ici? Des dolmens de petite taille, rectangulaires, avec une galerie couverte, qui a pu être perdue. 90% des dolmens sont orientés est-ouest, c'est-à-dire que si on se met à la porte de cette tombe funéraire, on pourrait par exemple voir le soleil se lever. Il y a très peu qui préservent des céramiques, des petites pointes de flèches, des petites pierres. Ce n'est pas un trésor énorme, mais c'est dans des zones montagneuses assez élevées. Et au jour d'aujourd'hui, sont toujours des zones de pâturage ou de terrain agricole. Donc on a toujours cette tradition de pâturage. Vous voyez, par exemple ici, dans la vallée de Bassin, on trouve la plus importante concentration de mégalithes à Navarre. Au total, il y en a 1500. Et puis, plus de 600 sont ici, dans cette vallée-là. Et de cela, plus de 100, c'est des menhirs. Si vous le voyez ici, cette image a été prise par un drone. Je ne sais pas, peut-être qu'ils voulaient que les dieux puissent voir leur monument. Et donc voilà, dans beaucoup de cas, on peut identifier des structures mégalithiques qui sont assez détruites. Donc autour de cela, vous voyez que le passage du temps les a fait tomber. Donc entre tous les menhirs qu'on a ici, je ne peux pas oublier le menhir du Solar. Pourquoi? Eh bien, pour vous montrer que cette ornementation liée à l'astronomie est présente ici. Il y a un bouclier que vous pouvez voir ici, Sorogain. C'est un autre site merveilleux pour se promener là, c'est préhistorique, c'est un endroit de pâturage. Aujourd'hui, c'est toujours un endroit de passage, de promenade. Et ici, on peut trouver une multitude de vestiges très bien préservés, comme celui-ci, comme ce dolmen ici, le Pilota Solo. Il manque le couvercle, mais comme on voit des fois des châteaux qui ont été abandonnés ou les pierres ont été réutilisées avec les dolmens, c'est pareil.
Donc c'est un dolmen qui est très élevé, juste sur la frontière entre l'Espagne et la France. Donc voilà. Et vous voyez ici la station mégalithique de Aspegui. Un endroit d'une beauté spectaculaire, avec une concentration de cromlech énorme. Très bien conservé. Et puis en fait, dans beaucoup de ce cromlech, souvent il y a un menhir qui est plus grand que le reste. Et donc, ce menhir le plus grand, vous voyez qu'il y a une orientation parfaite, millimétrique, est-ouest, dans les deux faces. Donc, on voit que ce n'est pas par hasard, d'accord, qu'ils sont orientés comme ça. Il suffit de prendre une boussole pour le vérifier. Vous voyez des photos aériennes, très belles photos, hein, le travail de mon époux qui m'a aidé. Puis vous voyez ici toutes ces formes. Ici, ces cromlech a été créé sur la base d'un cromlech qui était très ancien. Et donc vous voyez ici, c'est représentation des gravures solaires, lunaires. Vous voyez l'orifice. Si vous voyez à travers, l'orientation est-ouest est parfaite, mais ça a été fait en 2006. D'autres cromlech en vue aérienne, et finalement, dans la vallée du Roncal, avec une hauteur très élevée, nous n'avons pas des mégalithes tellement élevés. Ils sont dans la vallée. Je vais vous montrer des exemples des mégalithes dans des vallées. Et puis vous voyez ici le dolmen de Arraco. Ici, vous voyez l'image ensemble de la vallée, où on peut trouver le dolmen de Arraco, le dolmen de Saculo. Finalement, je vais vous montrer une dernière image. Parce que normalement, lorsqu'on visite un monument de ce genre, on le voit normalement à face, d'accord, de face. Mais est-ce que vous avez essayé de regarder à l'intérieur, à partir de l'intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait voir si on se mettait à l'intérieur? Eh bien, voilà, c'est ces images des montagnes de Roncal, c'est ce qu'on voit de l'intérieur. Des très belles montagnes, d'ailleurs. Et puisqu'on parle du ciel, on va le voir. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Deux, 3 minutes pour des questions rapides. Plus 2 que 3 en fait. Jusqu'à quel point penser à des implications astronomiques de ce genre de monuments, c'est des folies à nous. Il y a des gens nordiques pour lesquels on est arrivé à des conclusions énormes, mais enfin, c'est des fois ce qu'on souhaite voir. Hein. Bon, si on prend la bibliographie par exemple des années 70-80, surtout dans les années 70, il y a un intérêt important. Et là, on peut lire des choses que tu dis, c'est plutôt ce qu'on souhaite voir que la vérité.
la réalité, mais il y a des études récentes, des très bonnes études avec des conclusions basées sur l'évidence. Donc il y a des sites dans le monde où l'évidence est beaucoup plus importante. Donc on est là en train de parler d'un mégalithisme fait maison, on va dire, hein, tout petit, d'accord, miniature. Il y a d'autres endroits dans le monde, enfin en Espagne même, où cela est beaucoup plus évident. Par exemple, chez moi, à Malaga, il y a les dolmens de Megna et de Piera Antequera. C'est clair, le soleil entre jusqu'à la fin de la chambre et l'illumine complètement dans les équinoxes et les solstices. C'est pas par hasard, hein. Ce qui est clair, c'est que c'est des manifestations qui sont là, et cela reflète que nos ancêtres déjà regardaient le ciel et que la sphère céleste faisait partie de leur paysage, donc avait une influence beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, hein. Le ciel était beaucoup plus important qu'aujourd'hui, en fait. Donc, je pense qu'il y avait une question rapide là, au fond. Dernière question, s'il vous plaît. Donc, je veux juste faire un commentaire vis-à-vis de cette question. Je ne sais pas si le son est très bon. On parle des dolmens et on voit clairement qu'il y a une orientation est-ouest dans les solstices. Ça, c'est clair. Statistiquement, c'est significatif. C'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci, Rofio.